à Goma, 18h à Kinshasa, à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler certainement de l'initiative menée ou entreprise par la CENCO et l'ECC pour amener les pays à un dialogue. Nous allons analyser ces thématiques avec Johnson Ishara, qui est activiste de droits de l'homme, et aussi Dieudonné Mouchagaloussa. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Damaris Kayembe. Bienvenue. Merci Jean-David. Mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Le membre de la Confédération épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'ECC sont arrivés ce mercredi 12 février à Goma. Leur mission s'inscrit dans le cadre de consultation des différents acteurs de la classe sociopolitique congolaise pour la cohésion nationale afin de faire face à la crise sécuritaire qui déchire le pays dans sa partie orientale. Le procès opposant la RDC et le Rwanda s'est ouvert ce mercredi 12 février 2025 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Dans ce procès, Kinshasa veut faire reconnaître et obtenir des sanctions contre le régime de Kigali à la suite des atrocités dans l'est du pays. Le gouverneur du Haut-Katonga, Jacques Aboulakatoué, a tenu une réunion cruciale mardi avec le représentant des opérateurs pétroliers de la province. Cette rencontre visait à aborder la grave carence en carburant qui affecte la vie de Lubumbashi, perturbant ainsi les transports et les activités économiques locales. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition des 19h avec Gaëtan Koubabouronssi à la présentation. Entre-temps, je vous laisse en compagnie des Jean-David Kiboli. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi, Damaris Kayembe. Tout de suite, Johnson Ishara. Tele 50 kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue à susciter beaucoup d'interrogations et beaucoup de réactions de la part de la classe politique, de la société civile et de la part aussi des acteurs internationaux. Nous allons aussi en parler dans cette tranche Vespera de Kinshasa Direct. On va certainement toucher la question liée à un probable dialogue mené par les évêques de la CENCO ainsi que des pasteurs de l'ESC. Pour en parler, sur ces plateaux, nous recevons pour vous, il est devenu un habitué de ce plateau, lui c'est Johnson Ishara. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur David. Voilà, ressortissant de Goma, ouais. Vous êtes dans la ville de Kinshasa depuis un certain temps. Les dialogues, aujourd'hui on est en train de voir la forme. Est-ce que ça risque encore de cracher quand on sait qu'il y a une diversité des langages ou des communications? Pour l'UDPS, parti au pouvoir, ils ne sont pas partants. Le président de la République, lorsqu'il a reçu hier les pasteurs, il a dit qu'il est tout à fait ouvert au dialogue.
Et pour le gouvernement, Mouyaya, il dit le président n'a mandaté personne. C'est qu'on ne sait pas qui dit vrai. C'est quoi la situation? Bon, d'abord, je vous remercie pour une fois de plus cette occasion de nous recevoir sur ces majestueux plateaux pour parler à mes compatriotes par rapport à ces tragédies que le pays continue à traverser pendant cette période. Alors, je dois ici avouer que la constitution de notre pays avait prévu quand même tout le mécanisme nécessaire pour tout dialogue citoyen, tout dialogue républicain. Et les meilleurs dialogues, les grandes discussions, les grands échanges sur la patrie, la Constitution avait prévu que ça se déroule dans les deux chambres, c'est-à-dire la chambre basse et la chambre haute, la chambre basse qui est le Parlement, parce qu'il y a une diversité d'opinions, d'idées, les gens peuvent parler, et au Sénat également, les gens peuvent parler. Mais la Constitution ne s'était pas limitée par là. La Constitution avait ouvert également une brèche pour qu'il y ait des échanges interinstitutionnels. C'est-à-dire, ils peuvent s'asseoir par rapport à une menace récurrente à la République, par rapport à l'urgence, ils peuvent s'asseoir pour savoir qu'est-ce qui peut être fait, malgré les divergences. Mais aussi, cela n'exclut pas les échanges qui peuvent être amorcés par d'autres acteurs importants, majeurs. C'est ce qui fait à ce que, par exemple, la CENCO peut saisir une institution s'il y a des échanges ou des organisations de la société civile dans leur pluralité peuvent contacter des institutions habilitées par rapport à telle ou telle autre question. Alors, il n'y avait pas une voie qui était ouverte, par exemple, que quand vous attaquez aussi la République, et du coup, quand la République veut mettre fin à ça, on doit vite vous parler. Et surtout, comme je l'avais encore dit de mon passage à Téléséquence, j'avais dit l'Assemblée nationale avait déjà verrouillé également cette brèche-là. Parce qu'il y a une loi qui interdit au gouvernement congolais d'envisager de quelconque dialogue avec des groupes rebelles. Et je rappelle encore, on avait insisté que même le 1-23, alors là où nous sommes en train d'aller, c'est vrai, il y a diversité d'opinions et surtout que le chef de l'État avait tapé la main sur la table disant que je ne vais pas dialoguer. Mais comme encore une fois de plus, quand il a reçu le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale qui revient pour informer aux députés que la République démocratique du Congo est prête au dialogue, mais pas pour vendre la République. Et du coup, il y a aussi ces mécanismes-là de vouloir briser la glace entre les deux tendances, les églises qui se jettent également dans la cadence, ce qui n'est pas également mauvais. Mais il faut maintenant analyser de près comme de loin. Parce que quand on voit la forme que ça prend, nous étions dans une situation où nous étions tous unanimes que nous faisions face à une agression. C'est-à-dire c'est un pays étranger qui nous agresse. Mais il y a une initiative des religieux qui partent pour raconter, en suivant le compte rendu, ils ont raconté une rébellion, c'est-à-dire des Congolais. Déjà, quand on reconnaît que l'Église congolaise part raconter des citoyens congolais en rébellion, ça change carrément la forme du... Et cette fois-là, ça ne sera plus des rebelles? Oui, mais non, cette fois-là, ça ne sera plus des agresseurs. Et là, on serait maintenant en train de vouloir soit abuser un narratif qu'on a vendu à l'opinion internationale, ou soit nous-mêmes, nous voulons dire, nous sommes prêts maintenant à donner raison à tous ceux qui ont dit que ce problème-là n'est pas pour nous, c'est le problème entre Congolais eux-mêmes. Parce que si c'était une question, d'une agression, bien, j'aurais bien voulu que les courageux hommes de Dieu qui sont sur ces mêmes fronts-là puissent rencontrer Kagame chez lui. Comme ça, là, on va voir un schéma où on a rencontré le président de la République en RDC et puis on a rencontré le président d'un pays qui nous agresse. Mais ce n'était pas le cas. On a rencontré le président de la République chez nous et puis on est parti rencontrer une rébellion sur le sol congolais, à Serena, c'est dans la ville de Goma. Et ça, c'est d'abord du point de vue introductif. Mais quand maintenant on entre sur la forme et le fond. La forme, je vis la table de la manière dont elle a été disposée pour cette rencontre. C'est-à-dire, nous avons le président de l'AFC, qui était comme celui qui dirige la réunion.
Et puis il y a maintenant des couches. De l'autre côté, les hommes des dieux, de ce côté, le bureau des Nanga. Déjà du point de vue forme, en termes de la disposition protocolaire, c'était déjà péché. Parce que c'est les religieux qui viennent rencontrer un camp, ils devraient être face à face, donc quelqu'un ne devrait pas être comme modérateur. Parce qu'il y a ceux qui viennent avec un cahier de charges, ils devraient être écoutés et les autres répondre. Et dans les cas d'espèce, c'est comme si c'est Nanga qui est le modérateur. Voilà, dans le cas d'espèce, comme voilà, on a un bloc de ce côté, un autre bloc, et Nanga qui est le modérateur. Ou bien ce n'est pas peut-être le problème de la salle, c'est peut-être la salle. Non, ce n'est pas un problème de la salle. En politique, tout compte. Même la disposition, même la manière dont vous mettez votre cravate, ça compte en politique. Et surtout que nous sommes dans un processus de négociation. Les techniques de négociation, même le mouvement du doigt, ça compte. À plus forte raison, la disposition d'une table, de la manière dont on doit maintenant parler. Ce n'est pas pour rien que Poutine, si vous vous rappelez cette photo-là qui avait fait débat, ce n'est pas pour rien que Poutine avait envisagé une longue table et lui, il a décidé. Macron. Oui, avec Macron, c'était un message fort parce qu'il savait que bientôt là, ils sont en couteau tiré. C'était un message diplomatiquement. Et ce qui s'est passé du point de vue forme, c'est également scandaleux. Bon, alors, deuxièmement, je retiens quand même que les hommes des dieux, parce qu'il n'y avait pas un autre passage par lequel ils pouvaient atterrir sur Goma, ils devraient passer par, je m'imagine en tout cas, parce qu'ils sont entrés par la Grande Barrière, c'est-à-dire vous venez du Rwanda, vous entrez au Congo, en venant du Congo, mais vous êtes quand même passé par le Rwanda parce qu'il n'y a pas une autre entrée à part celle-là quand il faut quitter Kinshasa. Donc du point de vue forme, il y a eu des ratés. Troisièmement, toujours dans le point de vue forme, on se rend compte que nous on pensait qu'on va faire face vraiment aux grands dignitaires, la branche politique de l'AFC, mais dans cette même branche politique, on voit qu'on a associé de nombreux militaires. Et là encore, ça inquiète. Parce que les réflexes d'un militaire, il est très différent des réflexes d'un politique, surtout dans les techniques de négociation. Alors, on chite sur la conclusion, c'est ce que je vis maintenant, les rapportages, c'est que l'abbé Chollet dit qu'ils sont engagés de part et d'autre sur la voie pacifique. Mais entre-temps, je vous dis, au même moment qu'ils étaient en train de parler à Serena, au même moment, on était en train de tuer les gens à Calais. Calais est aussi à 18h. Et même Calais, le gouvernement a dénoncé la violation de cessez-le-feu. Oui, non, le gouvernement, moi je vais le dire à haute voix, le gouvernement n'a pas besoin de nous embrayer tous les jours à dénoncer. Dénoncer auprès de qui? Les dénonciations, on doit nous les laisser, nous les citoyens. Le gouvernement doit s'assumer. On ne doit pas dénoncer le cessez, et surtout que ce cessez-le-feu était unilatéral. Donc, c'est lui-même, c'est l'M23 qui a décidé le cessez-le-feu. Mais est-ce que le gouvernement avait consenti? Donc, on n'a aucune raison de dénoncer le cessez-le-feu. Je suis maintenant en train de dire ici qu'au même moment que cette réunion était en train d'avoir lieu à Serena, au même moment, on était en train de tuer les gens à Youssi, à Calais, à Ishovu. Quand on passe par Mounanira, la maison royale de moi, Michaud, Chantal et Franck, vandalisée. À Mounanira, et déjà à 18h, les organisations de défense des droits de l'homme qui ont essayé quand même d'identifier quelques corps qui étaient encore éparpillés dans les rues, m'a parlé déjà d'une cinquantaine. Alors, de qui on se moque dans toute cette histoire? Alors, maintenant, quand on rentre sur le volet politique... Oui, avant qu'on prenne les volets politiques, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Senko est allée négocier avec Nanga, peut-être qu'il n'a pas un mot à dire, lui qui serait juste un pantin? Parce que les décideurs seraient ailleurs. Alors, bon, mais ce qui est vrai, il faut quand même qu'on dise aux Congolais la vérité. Ce n'était pas la bonne porte, Nanga. La vérité, c'est qu'il faut reconnaître que ce n'est pas Nanga qui a commencé cette barbarie. Quand Bunagana est tombé, Nanga n'était pas là. Quand Kiwanja est tombé, Nanga n'était pas là. Il est venu plus tard. Parce qu'il y avait de fortes accusations que tous ceux qui sont dans ces mouvements sont des Rwandais. Et comme ces gens-là ne plaisantent pas avec leur lobbying, ils devraient maintenant se retrouver quelques Congolais. Voilà. Et voilà, on ne sait pas par quelle baguette magique Nanga se retrouve là-bas. Bon, qui a dit plusieurs fois qu'il voulait confesser parce que si lui-même a créé le monstre en publiant de faux résultats, il est prêt encore à étouffer ce même monstre, d'après ses dires, mais tout cela, ça ne passe pas. Donc,
contacter Nanga, échanger avec Nanga pour des questions par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est la bonne porte? Est-ce que c'est la mauvaise porte? Je pense que tous les analystes maîtrisant bien la question de la région des Grands Lacs peuvent être d'accord que Nanga n'est pas l'interlocuteur valable. N'est pas l'interlocuteur valable. Et moi, j'estime même que ce n'est pas pour rien que vous allez voir, on a toujours précisé, quand ils signent leur communiqué, il y a AFC, il y a 1-23. Et puis de l'autre côté, il y a même la branche armée. Donc, ça devient comme un serpent avec 3 têtes. Et si vous voulez parler avec une seule tête dans ce serpent, et pourtant au-delà de ces têtes-là, il y a maintenant ceux qui sont là pour dicter ce qu'il faut faire. Les plus forts. Même dans les techniques de négociation, il est toujours recommandé aux acteurs engagés dans la négociation de bien cibler les acteurs directs. Et non les acteurs... Si vous voulez commencer par les acteurs indirects, le débat peut être long. Mais si vous ciblez exactement les acteurs directs, ça va vous permettre d'avoir un cahier des charges sur lequel vous allez discuter et faire avancer. Surtout que je mets encore ma crainte qui va rester pérenne, c'est de dire que nous avons, en suivant ces balais diplomatiques des religieux, c'est qu'on a affaire à une rébellion congolaise. Donc on semblerait dédouaner tout ce que nous avons passé des nuits et des journées en train de parler d'une agression rwandaise. Voilà. Alors maintenant, le volet politique, vous vouliez parler maintenant? Oui, le volet politique maintenant, c'est ce qui est en train de frustrer les uns les autres. Moi, j'étais d'accord, je vais encore le dire, que l'Union sacrée dans son ensemble puisse conseiller à ces généraux, que ce soit l'IDPS, les uns les autres, de mettre de l'eau dans leur vin. Parce que le pays va mal. Les attaques entre courants politiques, ça ne va pas aider la République. Nous avons suivi tout ce qu'il y a comme frustration aujourd'hui entre l'INC et l'IDPS, et ce qui fait à ce que voilà, l'IDPS crie. Je lis ce que le secrétaire général dit, que pour eux, c'est une distraction, ce que la CENCO et l'ECC sont en train de vouloir faire, mais encore qu'ils ne peuvent pas étouffer la liberté de pensée des Congolais. Si les religieux catholiques, protestants, pensent qu'il faut cette voie, c'est les libertés de penser. Ils n'ont pas enchaîné les cerveaux et les intelligences des gens de croire à 100% ce qu'ils font. Mais dans cette situation, ça ne sert à rien de s'attaquer mutuellement les uns les autres. À côté du secrétaire général, j'ai suivi également le professeur Mbata, à qui j'ai beaucoup de respect parce que nous avons milité ensemble dans le collectif d'action de la société civile. J'espère que Mbata se rappelle encore. Il dit encore que ce que la CENCO et l'ECC sont en train de faire, ça joue à la faveur de l'ennemi. Et moi, je me dis, connaissant bien la gestion de l'Union sacrée, ces paroles ne sont pas venues d'Inéa. Ils ont été collimatés quelque part et il faut maintenant commencer à injecter cela. Bon, mais dans tout ça, moi, je pense qu'il était important pour que l'IDPS mette de l'eau dans leur vin. Le pays est sur une très mauvaise pente. Ces discours incendiaires ne vont pas aider la République parce qu'on a laissé à l'IDP, ça fait maintenant 6 ans, et pendant 3 ans, l'ennemi a envahi le Nord Kivu. Donc s'il y avait d'autres alternatives, ils avaient tout le temps de donner ça. Maintenant, il faut aussi laisser la chance aux autres Congolais d'imaginer ce qui peut être fait. Mais quand les Congolais réfléchissent à haute voix, il faut tout simplement les encourager, mais il ne faut pas maintenant caricaturer leurs initiatives. Alors, le porte-parole du gouvernement, Patrick Moyaya, qui dit qu'ils n'ont pas été mandatés par le président de la République, oui, je suis d'accord, parce que le président de la République n'est pas le président de l'ECC, n'est pas le président de la CENCO. La CENCO a eu son initiative et l'ECC a eu son initiative. Et autant ils sont partis rencontrer le président de la République, autant ils ont rencontré Martin Fayoulou, ils ont rencontré le président du LGD, l'honorable Matata Mponyo Mapon. Ils sont libres de rencontrer. C'est ça aussi ce que dit notre Constitution, la liberté de penser, la liberté des religions, la liberté d'opinion, la liberté également d'initiative. Bon, est-ce qu'ils ont été mandatés? Ils n'ont pas été mandatés. C'est pourquoi ils sont en train de le faire dans toute liberté. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une ambiguïté au niveau de la communication, au niveau des langages? Je l'ai dit dès l'entame que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a reçu les pasteurs, il leur a dit qu'il était tout à fait ouvert à toute initiative allant dans le sens d'un dialogue inclusif.
et que le gouvernement, pour le gouvernement, la CENCO n'a jamais été mandatée. L'UDPS s'inscrit dans le dialogue de Nairobi ainsi que de Luanda, mais pas toute négociation interne. Oui. On a affaire vraiment à une communication un peu ambiguë. Non, c'est en fait la défaite que notre pays est en train de traverser, c'est aussi la défaite de l'information. La défaite de l'information, la défaite de la communication. On a, comme je l'ai dit encore dans la récente émission, je pense qu'on a perdu cette bataille-là. Et qu'il était important, comme on a encore le temps, c'est facile également de se rattraper par rapport à toutes les informations, toutes les communications officielles sur les initiatives dans l'objectif de décrypter la situation sécuritaire. On est en train d'assister à une situation où on part dans tous les sens. Au point qu'on manque maintenant qui dit vrai, qui écoute. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir... Est-ce que faudra-t-il aller au dialogue ou faudra-t-il s'inscrire dans le processus de Nairobi et Luanda, ou faudra juste peut-être privilégier l'aspect militaire? Bon, d'abord, moi je suis de ceux qui pensent que le peuple congolais dans son ensemble n'a pas besoin de savoir quelle est la voie qui a été choisie pour qu'on trouve la paix. Tous les Congolais veulent voir que toutes les entités qui étaient occupées sont d'office libérées. On ne veut pas savoir, vous avez emprunté quelle voie et vous avez laissé quelle autre voie. Et deuxièmement, que quand on parle du processus de Nairobi et de Luanda, de quoi il s'agit? Parce que dans ce même processus-là, vous allez vous rappeler que le même processus, on avait connu une petite virgule à Bujumbura où il y avait des activités là-bas. Et dans le même travaux, il a été demandé. Les chefs d'État qui étaient là, ils ont insinué qu'ils veulent vraiment obligatoirement que la République démocratique du Congo négocie directement avec le M23. Le jour-là, le président de la République avait refusé. Ça veut dire que même quand vous demandez, nous rentrons sur le processus de Luanda, et que vous dites, on ne veut pas négocier avec le M23, c'est dire une chose et son contraire. Ou soit, tout simplement, vous faites des choses sciemment, vous refusez d'affronter la vérité en face, parce que l'aboutissement de ces processus risquera encore de nous conduire vers là. Alors, troisièmement, ce que je vais dire, je reste convaincu que le chef de l'État est dans une situation où il doit vraiment prouver à la nation tout entière qu'il est le garant de la République. Vous savez, dans des périodes comme ça, aux États-Unis, on avait créé un système. C'est cette période où on demande au président de la République de s'isoler. Et s'isoler dans une chambre où il va être seul. Et en quittant dans cette chambre, il doit prendre une décision. Et toute décision qui sera prise sera exécutée à l'immédiat. Parce que justement, on s'imagine que je suis en train de suivre à plusieurs reprises les discours du chef de l'État quand il s'était adressé à la nation. Au-delà des mots du discours, mais il faut également découvrir l'esprit de ces discours. Je pense que le président de la République a besoin maintenant de se retrouver seul face à sa conscience. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Nous avons plus de 10 millions de Congolais qui sont en errance aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre de compatriotes congolais lâchement abattus. Nous sommes en train de tuer l'éducation de notre République. Notre économie est par terre, vous le savez, est par terre. Donc désormais, même Kinshasa, économiquement, va être étouffée. Parce que la province du Nord Kivu, c'était la 3e province contributrice en termes de recettes. Parce que quand on n'a plus le contrôle sur une province pareille, nous devons maintenant tirer toutes les conséquences. Et face à tout cela, le président de la République est appelé à s'isoler et décider de ce que à quoi doit ressembler la République aujourd'hui. Parce que c'est bien bon que les gens disent, voilà, nous voulons que le président se concentre sur tel volet. Bon, mais quel est le volet sur lequel il ne s'était pas concentré? C'est quoi les diagnostics qu'on peut en faire aujourd'hui du volet militaire? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos FARDC de ne pas être ces forces armées que nous chérissons beaucoup et qui ont défendu chaque fois que nous étions face à une menace, ces forces armées étaient debout? Pourquoi aujourd'hui on sent quand même qu'il y a de la légèreté dans leurs opérations? Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit les fronts diplomatiques. Pourquoi on devient un pays qui pleure matin, midi et soir? Mais quand même, sous le front diplomatique, on a senti les lignes qui semblent bouger au niveau des différents sommets. Ils ont certainement
opté pour la condamnation du Rwanda, chose qui ne se faisait pas il y a cela quelque temps. Tous les pays peuvent condamner. Mais ce n'est pas ça ce que la République attend dans le sommet. La République attend autant. Vous avez vu le sommet qui s'était tenu contre la Russie. C'était quoi les grandes décisions? On a isolé carrément la Russie et on a décidé de soutenir l'Ukraine. Ce sont là les résultats. C'est-à-dire définir des sanctions probables. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces pays-là qui continuent à agresser l'autre? Et encore, je vais vous prendre, lisez tous les communiqués. Que ce soit de l'EAC, que ce soit SADC, nulle part vous allez voir un communiqué signé conjointement par les chefs d'État reconnaître que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Vous allez voir ces communiqués, il n'y en a pas. Mais dénoncer, je ne sais pas, condamner, ça ne suffit pas. Mais il faut des sanctions pour ça. Et des sanctions, quand il s'agit de cela, nous avons vu ce que le CEDEAO a fait pour les 3 pays, le Mali, la Guinée, ainsi de suite, le Burkina Faso. Ils ont décidé de sanctionner. Bon, pourquoi chez nous ça ne se fait pas? Pourquoi seulement nous pouvons penser que quand il s'agit, les discours c'est bien bon, mais dans une situation de guerre où vous dormez, vous savez que le matin, vous devez encore discuter sur comment on va enterrer des gens qu'on pouvait protéger. Comment vous allez dormir, sachant qu'il y a seulement une année que ces gens ont passé de nuit en train de battre campagne pour qu'ils rêvent avoir un pays différent où ils seront sécurisés et que ces gens-là sont en train d'éplairer matin, midi et soir parce qu'ils sont maintenant ils sont considérés comme délaissés. Donc tous les efforts pour les élections sont partis. Oui, mais pour la province du Nord Kivu, pour la province du Sud Kivu aujourd'hui, où les gens sont maintenant scandalisés, la province de l'Ituri, c'est compliqué. Quand vous allez même dans d'autres provinces, vous sentez que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que aller voter, ça veut dire j'accepte que je vote pour les changements. Mais quand le changement devient maintenant amer, au lieu de trouver une situation où on va se sentir à l'aise. Vous savez qu'à Rutshuru, jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup d'enfants. Ça fait 3 ans que ces enfants-là n'étudient pas. Mais quelle génération on va voir là-bas? À Massissi, c'est la même chose. Quelle génération on va voir? Des illettrés ou des lettrés? Des personnes sacrifiées? Et rappelez-vous également que dans ces territoires où l'ennemi était, il n'y avait pas d'enrôlement qui était organisé là-bas. C'est que ça veut dire que ces gens n'ont même pas de carte d'électeur. Mais honnêtement, entre nous, si vous n'avez pas une pièce d'identité, vous n'êtes pas reconnu comme Congolais. On vous appelle comment? Apatride. Donc nous préparons d'autres problèmes. Nous allons tenter de résoudre un problème, mais nous allons créer beaucoup d'autres. Et dans la stratégie de déstabiliser la République démocratique du Congo, je pense que ce n'est pas également, ce n'est pas pour rien que cela a été préparé. Parce que là, on va voir maintenant des gens qui n'ont pas de pièces, mais qui sont des Congolais, qu'il faut encore reconnaître comme des Congolais. Donc, il y a des sérieux problèmes. Et quand la CENCO, l'ECC, s'élance sur cette voie-là, moi, je pense que tout Congolais digne de nom devrait dire « on vous encourage ». Parce que même quand il faut dialoguer, bien, il y a maintenant des questions qui doivent se poser, des questions préalables qui doivent se poser. On négocie avec qui et sur quoi? Voilà, j'ai essayé de lire les rapports après leurs échanges. Ils ont demandé au M23 de laisser le couloir libre de l'aéroport pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, qui libère également le port parce que Goma n'est plus en contact avec Bukavu. Bien bon, on veut tout ça, mais ce n'est pas ça la priorité pour moi. Je pense alors, maintenant, est-ce que les évêques, ils sont là de leur propre initiative ou bien il y a une main étrangère, c'est que peut-être la communauté internationale qui veut que la CENCO puisse mener ses bons offices? Non, ça aussi, c'est ce qu'on le professeur Godefroy Kaman avait l'habitude de dire, paix à son âme. Il disait aussi que notre grand problème et notre faiblesse, c'est qu'on pense toujours que les Congolais n'ont pas la capacité de réfléchir d'eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire du Congo. Je ne vais pas entrer dans les secrets de l'initiative de la CENCO et de l'ECC, mais je ne me permettrai pas de penser toujours que parce qu'ils ont réfléchi comme ça, nécessairement, il y a une main étrangère. J'aurais bien voulu que ce soit leur initiative propre. Bon, mais même si c'est leur initiative propre, même si quelqu'un les a poussés, mais nous ne pouvons pas oublier une chose, Monsieur David. ECC, CENCO, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église protestante, ils ont le contrôle de plus de 70% d'écoles dans ces pays. On ne peut pas quand même minimiser ça.
Ces mêmes personnes, l'Église protestante et l'Église catholique, ils ont le contrôle de plus de 60% d'hôpitaux, centres de santé. Donc, quand ces gens pareils vous disent, d'abord, ils ont aussi des croyants dans leurs églises. Ce sont des Congolais. Et c'est tous les jours qu'on leur dise, voilà, tel diocèse a perdu autant de fidèles. Vous pensez qu'ils vont passer des nuits faciles? Non, c'est parce qu'ils sont humains, ils sont touchés. Et moi, j'aurais bien voulu. Et d'ailleurs, l'initiative aussi que j'attendais, c'est de voir que tous les opposants aussi se mettent en bloc pour dire, voici ce que nous proposons pour la voie de sortie. On laisse d'abord les combats là d'injures faciles, on laisse d'abord les attaques personnelles, on se dit pour la République, voici ce que le bloc d'opposants propose pour la voie de sortie. Et là, on doit être encore rationnel, c'est-à-dire au même moment, on propose ce qui est faisable, ce qui est mesurable, ce qui est spécifique et ce qui est atteignable. Ça peut nous permettre quand même d'avancer. Mais pour la Synco, je souhaiterais que ce soit leur initiative. Et si c'est leur initiative, c'est des bons droits parce que ce sont des Congolais et ce sont des personnes qui ont quand même la compassion, qui ne souhaiteraient pas. Chaque fois qu'on se réveille, il faut qu'on lise sur Télé 50, il y a eu encore combien de morts. Comme si le jeu des chiffres, ça ne frustrait plus les gens. Et quand on parle que c'est 10, les gens, c'est peu. Donc les gens aimeraient rester dans ce jeu-là. Non, il faut qu'on arrête. Est-ce qu'on peut espérer à ces démarches-là? Est-ce qu'il y a la chance de pouvoir aboutir à une issue heureuse? Bon, ce qui est vrai, Parce que déjà, vous sentez qu'il y a un peu des anathèmes jetés sur les prélats. Ça risque aussi de bouleverser la donne. Non, mais dans le principe de leadership, quand vous décidez d'échanger une situation indésirable vers une situation désirable, attendez-vous toujours à des flèches. Et ces flèches-là peuvent venir de partout. Je pense que je n'ai pas beaucoup de leçons à donner aux prélats catholiques et encore aux pasteurs protestants qui se sont inscrits dans cette démarche. Mais je pense, en tout cas, je reste convaincu que les flèches qu'ils vont avoir de partout, ça va venir, ça ne va pas fragiliser leur démarche. Parce que même le meilleur leader que l'humanité a connu, qui était Jésus-Christ, en a reçu également des flèches. Mais ce qui est important ici, bien entendu, il faut savoir que l'espoir est autorisé. Et vivre sans espoir, c'est également anticiper sa mort. En tant que Congolais, nous devons savoir que des démarches pareilles peuvent ne pas aboutir, mais ça peut quand même nous permettre d'espérer qu'à un moment, il faut qu'on arrive à mettre fin à cela. Parce que ce qui s'était passé à Goma en 2012, lors de la chute de Goma, pendant 10 jours, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer. Le même ennemi s'est retiré de la ville sans coup de balle. Ils sont rentrés jusqu'à Rutshuru. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de balais qui ont été initiés comme ça. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'éveil patriotique. L'éveil patriotique ne concerne pas seulement l'AFDC, l'IDPS ou l'INC, non. C'est tous les Congolais, c'est ce qu'on dit. Même le président de la République, dans son discours, j'ai entendu, il a dit, nous sommes maintenant à la phase de la résilience. Nous sommes à la phase de la résistance. Alors, si les militaires vont résister avec les armes, si les commerçants vont résister en continuant à fournir de marchandises, si les journalistes vont toujours continuer à partager les informations, eh bien, il y a d'autres qui vont dire, nous sommes des pacificateurs, des pacifistes. Et donc, nous allons également, c'est ce qu'on appelle aussi la résistance. Donc, ils ne sont pas loin de la philosophie générale du pays, mais aussi quand le pays est en danger, Monsieur David, c'est tous les citoyens qui doivent se mettre du bon côté. Et le bon côté, c'est d'être du côté de la patrie. Et jusqu'à preuve du contraire, j'estime, sans me plonger dans les débats politiciens des uns des autres, j'estime que les églises sont du côté de la patrie et il faut bénir leur démarche pour que ça marche, à condition que, quand on va parler maintenant sur le préalable des dialogues, avec qui on doit dialoguer, est-ce qu'il a qualité, est-ce qu'il n'a pas qualité, quel est son cahier des charges, est-ce qu'il est favorable ou pas, et là on pourra encore se prononcer, parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit dialogue qu'on va directement anticiper ce qui sera le cahier des charges et qu'est-ce qui sera la conclusion. Non, le dialogue, c'est un dialogue. On va écouter les uns les autres. Et au sortir de cette audience, on a suivi Cholet qui parle, qui a résumé, qu'ils ont parlé de la balkanisation, qu'ils ont parlé des pillages des minéraux, mais vous ne voyez pas que c'est encore un flou. La population attendait peut-être au-delà de ça, au-delà des balkanisations, au-delà des pillages des minéraux.
Bon, ce qui est vrai dans une situation de guerre, il y a toujours des dégâts qu'on appelle des dégâts collatéraux. Et aujourd'hui, on ne peut pas quand même exclure, je ne suis pas le premier à le dire, j'ai suivi beaucoup de débats au sein du Parlement européen, beaucoup de députés ont décrié cela par rapport à ces pillages des ressources naturelles à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Parce que ce n'est pas explicable qu'un pays qui n'a même pas de carrière minière soit placé parmi les grands pays producteurs, exportateurs de ces mêmes minéraux. Ça prouve quand même que le pillage, il est là. Et comme preuve, moi je peux vous rassurer que quand Massissi est tombé, il y a des routes qui ont été ouvertes, des dessertes agricoles ont été ouvertes sur imposition du M23 aux hommes des différents villages, et cette route-là a servi à beaucoup d'évacuations de matières premières vers le Rwanda. Donc ce sont des faits et les images ont été facilement relayées. Donc des côtés-là, pillage, oui, le pillage a été là. Et il faut maintenant qu'on arrive à identifier ce qui peut se faire. Parce que le même dégât auquel le pays avait assisté pendant la guerre des 6 jours à Kisangani, entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, il y a eu des procès sur ça. Bien qu'on n'a pas pesé de tout notre poids, mais je pense que l'Ouganda a fait son mieux pour s'acquitter de ces démarches. Je crois également que dans ce même processus, il faudrait qu'on arrive à identifier tous les dégâts qui ont été commis par les agresseurs et arriver également à dédommager la République démocratique du Congo. Bon, mais on n'est pas encore là. Alors, la situation de balkanisation, bon, je crois fermement à ce que Lumumba avait dit, parce qu'il y avait une très bonne occasion. Moi, je l'ai toujours dit, même dans mes conférences avec les jeunes, il y avait une très bonne occasion de balkaniser ces pays. Et cette occasion, c'était après l'indépendance. Parce qu'avec toutes les sécessions qui ont eu lieu dans ces pays, et que Lumumba a dit, nous devons tout faire pour garder ces pays indivisibles. Je rappelle encore à mes compatriotes congolais, ce n'est pas pour rien que Lumumba avait choisi de mettre son quartier général à Kisangani, sachant qu'il était plus de Katakokombe. Ce n'était pas pour rien. Et avant sa mort, dans la dernière lettre, Lumumba avait dit « Dites à mes enfants que l'avenir de ce Congo est bon ». Et moi, je crois à cette phrase-là. L'avenir est bon. Parce que si même on prend des 96 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des zones de turbulence. Mais après les zones de turbulence, pour ceux qui ont déjà voyagé dans l'avion, vous apprenez chaque fois que le pilote vous informe que nous sommes maintenant prêts à atterrir parce que nous venons de finir des zones de turbulence. Ces zones de turbulence, nous allons les terminer. Certains vont y laisser, les autres vont vomir, peut-être les autres vont tomber, mais nous allons finir cette zone de turbulence. Et le Congo va rester un. Ceux qui vont tenter de balkaniser ces pays, ils ne réussiront pas. Parce que c'est une démarche qui ne se tiendra jamais debout. Parce que ceux qui essaient de faire ces petits calculs, ils oublient tout simplement que dans notre pays, nous avons plus de 250 tribus. Et entre nous, nous nous marions mutuellement. Ce qui veut dire qu'aucune tribu ayant des petits-fils, ayant des belles filles, des belles sœurs de ses côtés, vont accepter Non, ça ne marchera pas. Du point de vue politique, ils ont déjà tenté ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que nous avons eu le calcul de 1+4 pour réunifier la République. Nous avons maintenant une génération qui a compris que ça ne marchera pas. Et si vous regardez très bien, moi je peux vous dire, pendant que j'étais président du Parlement de jeunes du Nord Kivu, l'avantage que j'avais eu, c'était d'échanger avec tous les jeunes. Que ce soit les jeunes Hutus, que ce soit les jeunes Hundé, que ce soit les jeunes Nandé, que ce soit les jeunes Tutsi, tous sont d'accord qu'on ne doit plus encourager l'usage des armes pour prendre le pouvoir. Et c'est ce qui a fait à ce qu'il n'y avait pas trop de mobilisation des jeunes dans le mouvement insurrectionnel qui a vu le jour. Donc aujourd'hui, nous avons une génération qui comprend qu'il faut rester debout. Mais maintenant, nous avons une classe politique qui doit continuer à donner de l'espoir à cette jeunesse. Cette classe politique devrait faire un effort parce que moi, j'ai compris que les grandes nations qui ont décidé de s'élever, ils ont adopté des attitudes. La première attitude, c'est de décider avec une classe existante, de rompre avec les antivaleurs. Tout en étant au pouvoir, vous pouvez décider de rompre. Voilà, vous dites, nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous avons péché contre la République, mais nous décidons quand même de rompre. On a vu ça avec l'avènement de Lula da Silva au Brésil. On a vu ça avec l'avènement du Premier ministre indien dont le nom m'échappe. Nous avons vu ça également avec la Chine. Donc, une génération qui accepte de rompre. La deuxième attitude, c'est quand maintenant, il y a une autre génération qui arrive. C'est ce que Thomas Sankara a essayé de faire. En changeant Haute-Volta à Burkina Faso,
C'est tout justement parce que les hommes intègres, il était en train de rappeler aux Burkinabés qu'ils étaient des hommes intègres, avec une nouvelle génération. Donc, entre les deux voies, c'est soit ceux qui sont là, ils peuvent quand même confesser entre eux et dire, nous décidons cette fois-ci de ne plus continuer à miser la galerie à la tête de la République, dans la gestion des institutions. Voilà. Et ça peut peut-être nous permettre d'avancer sur d'autres ici et ne pas être un pays. Parfois, quand vous parlez avec les étrangers, on a l'impression que maintenant, tout le monde commence à se moquer de nous. Mais le Congolais vous plairait tout le jour. Même parfois, quand vous parlez avec les ambassadeurs, ils vont vous dire, oui, nous voulons bien, mais à quoi ça sert de nous dire le problème que nous connaissons déjà? Assumez-vous. Et c'est cette étape-là qui manque. C'est cette étape-là qui manque. Donc, nous sommes en mesure de faire le choc d'idées entre Congolais. Nous sommes en mesure de nous constituer une véritable armée composée que de Congolais, sans penser appeler XY. Et comme vous l'avez vu, les députés, par rapport à la proposition du chef de l'État de la réduction du trait de vie des institutions, j'attends ce que le gouvernement va dire. Mais déjà, le fuite que nous avons eu, il y a que 5 ministres qui ont dit directement que nous acceptons de laisser nos salaires. Que pensent les autres? Mais il y a certains députés qui sont contre, qui ne veulent pas. Et beaucoup de députés, d'ailleurs, dans cette session extraordinaire. Et sénateurs. Ils ont refusé, les sénateurs ont refusé, et on parle toujours de la République dont on veut sauver. Je pense que ça ne suffit pas seulement de le dire par le discours, il faut le faire par des actes. Et nous sommes dans une situation où le Congo attend beaucoup des acteurs politiques, attend beaucoup de tous les Congolais pour qu'on arrive à mettre fin à cette hémorragie qui nous a coûté énormément de vie dans ce pays. Voilà, merci. Merci beaucoup, Johnson Ishara, surtout de votre analyse. Le deuxième invité devrait être là. Allez-y comprendre, il y a beaucoup d'embouteillages sur la ville de Kinshasa. Portez-vous très bien, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, à 19h, heure de Kinshasa, la grande édition de Gaëtan Koubabouranz et Shigeregere Kabuya. Il sera 20h à Bukavu et Goma. Portez-vous très bien. À très bientôt.